Et je vais passer le micro à Gilles Martinet qui va présenter nos amis du CTMS. Ça sera très court. Lors de l'édition précédente, le CTMNC avait eu l'occasion de se présenter. C'est donc le centre technique qui va vous être présenté. On a la chance de notre filière d'avoir un centre avec un département roche ornementale et de construction. Donc lors de la première édition, quasiment tout le monde avait désiré que le centre technique se présente à nouveau et nous donne son actualité. Son actualité, vous l'avez peut-être pas vu sur le changement de programme, mais c'est Didier Palix qui devait présenter l'ensemble du centre et de ses activités. Et Didier part en retraite dans quelques jours. Il est au milieu de la salle, donc je tenais à le saluer. Et il a trouvé très judicieux que ce soit son successeur, Olivier Chaise, qui fasse cette présentation pour que vous fassiez connaissance avec lui. Bravo à Didier depuis la création du centre en 2007. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. La parole est au centre. Merci, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, je prends la succession donc de Didier après une carrière dévouée à la pierre. Didier part à la retraite et je me charge d'assurer la continuité et d'ouvrir de nouveaux chantiers techniques, puisque là on va vous parler technique donc au cours de cette présentation. Sur la pierre. Alors cette présentation va se dérouler en 2 temps. Mon collègue Tristan Pestre va vous présenter des données sur une étude relative à la pierre naturelle dans le contexte de la nouvelle réglementation environnementale 2020. Moi j'interviens déjà pour me présenter, mais Gilles l'a fait très bien, merci. Et je vais aussi vous présenter le centre, pour ceux qui ne le connaissent pas, et également les quelques actions qui me semblent intéressantes de vous présenter dans le cadre de ce colloque. Voilà. Alors, le CTMNC, c'est un CTI, un centre technique industriel. Il en existe 17 en France qui fonctionnent tous de la même façon. Je vais l'expliquer dans la diapositive précédente. Il y en a 4 qui sont dédiés aux matériaux de construction. Alors je vais vous les citer parce que ça va peut-être vous donner des idées et permettre de mieux vous situer le CTMNC. Il y a le FCBA pour le bois, il y a le CERIB pour le béton, il y a le CTICM pour la construction métallique. Et le CTMNC donc qui s'occupe des filières pierre et terre cuite et terre crue. Voilà, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler les matériaux géosourcés, dits géosourcés. C'est une vieille maison, puisque c'est un centre qui est issu du CTTB, Centre Technique Tuiles et Briques, qui existe depuis 1957 et qui a mué plutôt en CTMNC en intégrant le département donc roche ornementale et de construction. Qui lui est assez récent, puisque là c'est une création qui date de 2007. Voilà. Donc sur le fonctionnement, je vais passer très vite, mais les CTI fonctionnent encore une fois d'une manière identique. C'est-à-dire que c'est assuré par un financement lié à une taxe, un impôt que payent les entreprises qui exploitent la pierre, qui la transforment, qui l'extraient. Mais aussi par des prestations commerciales. Donc là, sur le système NC, on est sur un ratio de 70% pour la taxe et 30% pour les prestations commerciales. Les prestations commerciales étant des essais, évidemment, on est un labo d'essais, on a une grosse activité de laboratoire sur des produits ou sur des ouvrages, mais aussi d'expertise et de formation. On est financé par une taxe, donc on a un certain nombre de comptes à rendre au niveau de l'administration, mais aussi au niveau de nos organisations professionnelles que sont le SNROC, l'UNAPierre de la CAPEB et l'UMGO, Union Maçonnerie Gros Œuvres de la FFB. On a donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on a un conseil d'administration et on a surtout un comité technique et scientifique qui réunit un certain nombre de personnes qualifiées et qui définit les grands axes de nos travaux. Donc nos équipes sont dispersées sur 3 sites. Il y a un site
à Clamart, qui est le gros de l'équipe, est situé ici. C'est 50 personnes qui travaillent sur différents domaines. Sur la terre cuite et les matériaux de terre cuite pardon, et pierre naturelle. Notre laboratoire est aussi localisé à Clamart. Pour la terre crue, on a une équipe dédiée au sein du Technopôle Esther à Limoges. Et pour le département roc, roche ornementale de construction, je pense pas que ce soit de mon côté. Donc 7 personnes qui travaillent, qui sont dédiées à la pierre naturelle de construction et qui sont domiciliées à Paris dans le 15e arrondissement de Paris. Les missions du centre et du département roc, ça devait être moi. Donc on a une activité de suivi normatif et réglementaire dans le domaine de la pierre naturelle. Donc, on participe aux nombreuses commissions qui régissent un petit peu les règles de la maçonnerie. Donc ça a son importance parce que il faut être présent pour ne pas que la pierre soit oubliée et que des freins se créent à l'utilisation de la pierre dans les projets de construction. On participe à des études et des recherches, je vais vous en présenter quelques-unes, en lien avec d'autres organismes de recherche, des laboratoires universitaires. On participe au marquage, on fait du conseil en environnement, on peut faire des études environnementales, mais ça je pense que Tristan pourra vous présenter un petit peu tout cet aspect-là. On a aussi un rôle de diffusion du savoir et promotion technique. On édite un certain nombre de guides qui sont librement accessibles sur notre site. Et on peut également intervenir en tant qu'organisme de formation. Et on organise aussi des journées techniques d'information. Voilà, donc on a aussi ce devoir auprès de nos entreprises, de nos acteurs de la filière pierre, de diffusion de ce savoir et de promotion technique. Voilà. Alors les actions du CTMNC, le premier aspect concerne la valorisation des propriétés mécaniques des ouvrages en pierre naturelle. Il existe un texte européen qui s'appelle Eurocode 6 et qui donne des règles de dimensionnement de la maçonnerie et qui ne prenait pas bien en compte les résistances mécaniques des maçonneries en pierre. Donc on a pu réaliser, le CTMNC a pu réaliser un certain nombre d'essais. Vous voyez une photo là sur la droite de la diapositive. Des essais surmurés, il y a un certain nombre d'essais, je crois plus de 40 qui ont été réalisés, et qui nous ont permis ensuite de proposer une meilleure prise en compte, encore une fois, la résistance mécanique, et de l'intégrer dans le texte français, cette fois-ci le TU 21, sur la maçonnerie. Voilà. Suite à ces travaux-là, on a pu également proposer un certain nombre d'outils qu'on a regroupés sous une suite logicielle qu'on appelle DIMAPierre, et qui est plutôt à destination des bureaux d'études, mais qui leur permet de dimensionner, selon ces textes-là, en vigueur en France, encore une fois, les maçonneries de pierre. On a un petit peu parlé dans la présentation de Christophe Aubertin, on a ce logiciel de corrélation de la flexion, de la compression, de la porosité, de la vitesse du son. Donc c'est à partir des mesures qu'on peut faire in situ, on est capable de donner une valeur sur ces caractéristiques. On a aussi parlé des contraintes aux zones sismiques au cours de ces présentations. On a pu réaliser une étude sur la tenue au séisme des murs doubles en pierre. Alors, les murs doubles en pierre, c'est ces parois autoportées qui sont mises devant une façade béton, par exemple. Là, c'est ce que vous voyez sur la photo. Et qui doivent répondre aussi à des exigences, au même titre que tous les autres matériaux naturels, tous les autres matériaux de construction, pardon, à des contraintes à des exigences sur les séismes. Voilà, donc ça a fait l'objet d'un essai au CSTB. Vous avez un petit encart là qui vous montre un petit peu le dispositif d'essai qui a été réalisé pour vérifier que ces murs doubles pouvaient aussi être montés en zone sismique. Il y a tout un volet sur la tenue au feu des ouvrages en pierre naturelle. Donc ça, c'est une thématique qui, je pense, a été, enfin, j'en suis même quasi certain,
a été mis en lumière suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. On a plusieurs projets de recherche qui sont en cours sur ce sujet-là. Il y en a deux. Le premier en lien avec le CSTB et l'École des Ponts qui vise à pouvoir dimensionner ces ouvrages vis-à-vis des exigences qui s'appliquent réglementaires, hein, incendie. Donc on réalise un certain nombre d'essais, des essais au feu, sur des maçonneries en pierre. On mesure des paramètres, on cherche à créer un modèle et l'objectif étant de fournir une méthodologie de dimensionnement et des outils de calcul. Il y a un autre projet en parallèle qui regroupe plus ou moins les mêmes acteurs et c'est tant mieux parce que là c'est un projet qui a un lien fort avec ces travaux de thèse. C'est le projet ANR Post-Fire qui vise à la stabilité, à la préservation des bâtiments du patrimoine culturel français vis-à-vis de l'incendie et pour les maçonneries en pierre naturelle. Donc c'est donc des essais qui vont être réalisés. Alors, on est aussi dans une même démarche, hein, on réalise des essais sur des matériaux, sur des ouvrages. On essaie de comprendre et identifier les paramètres qui interviennent dans ces phénomènes-là. On construit un modèle et on vérifie ensuite que ce modèle fonctionne. Ce projet-là tient compte en plus, enfin, on est plutôt sur les aspects après incendie, à savoir est-ce qu'un bâtiment qui a été construit en pierre, qui a vu un sinistre, reste stable mécaniquement et comment on peut l'affirmer. Donc c'est ce que vise ce projet, en tenant compte aussi des conditions d'extinction d'incendie, parce qu'on va arroser la pierre, hein, sans doute, hein, pour éteindre l'incendie. Et donc il y a toutes ces problématiques-là qui rentrent en jeu. Donc il y a encore une fois des essais hein, qui sont faits sur 13 pierres calcaires, l'objectif étant d'acquérir un certain nombre de données expérimentales et de modéliser ensuite ce comportement. On a réalisé également, je vais aller plus vite, un essai sur des façades en pierre attachée ou pierre pelliculaire, le terme a été employé ce matin. Ça c'est lié aux nouvelles exigences réglementaires incendie pour les bâtiments d'habitation, la notion de chute d'objets en situation d'incendie. Donc cet essai a été réalisé l'année dernière, fin d'année dernière je crois. Ça nous a permis d'avoir ces informations-là et aussi de valider ces bavettes de recoupement invisibles qui sont dues dans le cas de bardage avec des façades ventilées, bardage ventilé. Alors là, je vais passer très vite parce que c'est triste, je vais essayer de parler à Tristan. On a aussi tout un volet sur la valorisation des propriétés hygrothermiques et environnementales des bâtiments en pierre. On a réalisé un certain nombre d'expérimentations sur des maisons en pierre pour comprendre un petit peu le confort qu'on avait, mesurer aussi le confort thermique, hygrothermique même, de ces bâtiments-là. On est intervenu aussi sur la BIM, on a lancé les choses de la BIM, on a créé un objet générique, hein, mur en pierre naturelle, qu'on a pu mettre en ligne sur la plateforme BIM & Co, et qui est disponible, et qui a fait des petits, puisque maintenant des carriers se sont appropriés l'outil et ont pu réaliser leur propre objet BIM. On travaille aussi sur la valorisation des coproduits et des matériaux de construction. Ça implique quoi? Ça implique le recyclage, ça implique le réemploi. Sur le recyclage, un certain nombre d'études ont été faites par CTMNC pour vérifier que les bouts de sciage pouvaient être valorisés dans différents secteurs. Il y a l'industrie du béton, les enrobés tièdes, il y a aussi le secteur de l'agriculture, on est en train de regarder ça. Pour le réemploi, à noter un guide qui est paru assez récemment, des travaux qui sont financés par la Fondation Bâtiment Énergie et qui concerne la méthodologie de diagnostic et d'évaluation des performances pour les façades en pierre attachée. On propose également un outil qu'on appelle une base de données sur les pierres françaises, Lithoscope, à laquelle vous pouvez accéder librement via cette adresse. Vous allez avoir toutes les pierres françaises qui acceptent d'être présentes sur cette base, avec à chaque fois les caractéristiques de cette pierre, des photos et aussi un géoréférencement de la carrière. Voilà, avec le nom du producteur. Donc c'est un outil assez intéressant dans le cadre de la prescription
des pierres. Voilà, je vais terminer sur cette diapositive. Je vous ai présenté les actions qui étaient propres au domaine du bâtiment. On n'intervient pas que sur ce domaine-là. On a aussi des groupes de travail qui réfléchissent à faire évoluer les pratiques, enfin à faire évoluer en tout cas, à faire connaître les pratiques liées à la marbrerie funéraire, à la voirie. On participe aussi à la mise en place d'indications géographiques qui permet de garantir la provenance d'une pierre. Avec son corollaire, l'ADN de la pierre, qui a été une méthodologie établie avec le système NC pour permettre l'identification des pierres naturelles de construction. Voilà, j'ai été plus long que prévu, Tristan, je suis désolé. Monsieur Pestre, allez-y. Je te laisse la suite. Ah oui, j'en profite. Alors je l'avais annoncé, je l'avais indiqué sur cette diapositive-là. Si le sujet du feu vous intéresse, sachez que le système NC organise une journée technique dédiée à cette thématique-là. On présentera tous les résultats en notre possession sur le sujet-là. C'est le 23 juin à Clichy. Vous avez l'adresse de contact ici, système-nc-rock, système-nc.fr. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Tristan. Merci beaucoup. Et vous avez remarqué, et on peut l'applaudir d'abord, monsieur. Oui, pardon. Excusez-moi. On sent des petits échanges poindre dans la salle. Bravo, il n'y a pas eu de pause, vous tenez bon. Nous avons encore l'intervention de monsieur Pestre. On aura quelques débats avant d'aller déjeuner. Et bravo, parce que la pause, on perd tout le monde. Donc on ne fait pas de pause. Et puis c'est un public de professionnels et d'étudiants de très haut niveau. Donc nous poursuivons avec monsieur Pestre pour terminer cette matinée. Alors, bonjour à tous. Pardon, le micro. Bonjour à tous. Et effectivement, Tristan Pestre, donc chef de projet thermique et environnement au CTMNC depuis presque un an maintenant, mais je suis officieusement, on va dire, au CTMNC depuis 2017 puisque j'ai réalisé une thèse avec eux et avec le LGCGE sur justement les propriétés hygrothermiques et environnementales de la pierre naturelle dans ce contexte d'évolution réglementaire. Que je vais vous présenter aujourd'hui, donc avec le plan suivant. Une première partie où j'ai présenté un bref historique de la réglementation thermique de son évolution au cours du temps. Puis faire une petite synthèse des exigences de la RE 2020. Un aparté sur les limites du calcul réglementaire, savoir ce qu'on peut en attendre et à quoi il peut servir finalement. Un point sur l'importance de la caractérisation hygrothermique, où ça va être l'amorce finalement des questions de pourquoi la thèse. Sur les principales caractéristiques des pierres calcaires qui font partie des résultats de cette thèse. Un point sur l'inertie thermique et hydrique, puisque c'est des choses qui sont assez valorisables sur la pierre et qui peut y avoir beaucoup de questions à ce propos. Une partie sur l'analyse de cycle de vie des produits en pierre et leur impact environnemental, avec la présentation d'un futur outil qui pourra être assez utile pour la profession. Et puis enfin, il y a un dernier point pour voir comment satisfaire les exigences réglementaires avec la pierre naturelle. En tout cas, ça sera au moins un exemple de voir ce que ça donne un bâtiment RT 2012 en pierre dans le moteur de calcul de la RE 2020. Voilà, donc sur l'évolution de la réglementation thermique, il faut savoir que la première a été créée en 1974, après le premier choc pétrolier de 1973, où on s'est posé des questions d'indépendance énergétique du territoire, mais aussi des questions climatiques. Et on a commencé à prendre en compte donc, les déperditions du bâtiment, donc seulement les pertes de chaleur par les parois, les menuiseries, la ventilation. Puis elle a évolué puisqu'il y a eu un second choc pétrolier en 1979, donc elle a évolué en 82, où là on s'est intéressé aux besoins de chauffage, et la grande nouveauté c'est qu'on a ajouté les apports solaires, puisqu'il n'y a pas que des pertes dans un bâtiment, il y a aussi des apports qui sont importants à prendre en compte, qui interviennent dans le bilan. Puis elle a réévolué en 88 avec une évaluation des consommations, donc là on change des besoins des déperditions qui sont similaires aux consommations, où là on ajoute le rendement des systèmes finalement, qui ne sont pas parfaits, des systèmes énergétiques. On va venir prendre les consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Puis après avec la RT 2000, où il y a d'autres exigences de moyens sur l'isolation,
et la prise en compte du confort d'été, où là on commence à s'intéresser à ce phénomène qui est quand même aussi important. La RT 2005, on est venu ajouter des postes de consommation, donc consommation pour le refroidissement, les auxiliaires de ventilation par exemple, l'éclairage et l'étanchéité à l'air. C'est aussi pendant la RT 2005 qu'on a vu apparaître le label BBC, donc bâtiment basse consommation, qui a préfiguré les bâtiments de la future réglementation, donc la RT 2012. Où là, la grosse nouveauté, ça a été le besoin bioclimatique, donc les besoins du bâtiment. J'en reparlerai juste après dans la synthèse des indicateurs, puisqu'il existe toujours dans la RE 2020. Et des exigences de moyens, donc notamment sur la présence, par exemple, d'une source d'énergie renouvelable en maison individuelle. Et pour la RE 2020, la grande nouveauté, donc, ça va être la prise en compte de l'impact environnemental des produits de construction et des équipements, mais aussi de la consommation énergétique sur toute la durée de vie du bâtiment, plus de nouveaux postes de consommation. Donc pour ce qui est de la synthèse des exigences de la RE 2020, donc on a ces indicateurs, donc je pense que certains d'entre eux vous disent quelque chose si vous avez travaillé avec la RT 2012, puisqu'on conserve le BBio et le CEP ou la CEP, puisque c'est la consommation en énergie primaire, alors que le BBio c'est le besoin bioclimatique. Donc ce BBio c'est les besoins de chauffage, enfin de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment, qui dépendent de sa conception et de la performance de son enveloppe. Et ce BBio, c'est un socle qu'il faut essayer de minimiser puisqu'il va avoir un impact tant sur la consommation du bâtiment, donc le CEP, le CEPNR, donc qui sépare maintenant, on a une séparation entre la consommation en énergie primaire et qui intègre des énergies renouvelables et le CEPNR qui est seulement les consommations qui sont seulement les consommations non renouvelables. Mais ça va aussi avoir une incidence sur le IC énergie, qui est l'indicateur carbone lié à la consommation d'énergie sur tout le cycle de vie du bâtiment. Donc les CEP, CEPNR, donc on a les 5 usages que l'on connaissait en RT 2012, donc chauffage, froid, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaire, plus les nouveautés, c'est les parties communes, les parkings et la mobilité interne. Et on verra tout à l'heure que la mobilité interne, notamment les ascenseurs, ça peut représenter une consommation aussi non négligeable. Et l'autre indicateur carbone, donc le IC construction, qui lui prend en compte l'impact environnemental des produits de construction et des équipements. Et enfin, donc l'indicateur pour le confort d'été, c'est plus la température intérieure conventionnelle, c'est le DH maintenant, les degrés heure, où on vient faire l'écart de la somme, les écarts de température, la somme des écarts de température entre la température du bâtiment et la température de confort, sous un scénario de météo caniculaire. Ah oui, il y avait des petites astérix, donc pour IC énergie et IC construction, c'est que ces exigences vont être évolutives dans le temps. Là, on est dans un premier palier en 2022, où que ce soit pour IC construction ou IC énergie, normalement, il n'y aura pas de problème pour faire passer les projets. Bien que pour IC énergie, ça soit déjà assez contraignant si on utilise le gaz et l'effet Joule en mode de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire principale. Surtout en maison individuelle. Puis après, donc on le voit pour le IC construction en 2025 où les données environnementales, il va falloir privilégier des matériaux un peu moins impactants et de plus en plus finalement au cours du temps. Et ça changera moins par contre pour le IC énergie où il y a déjà des solutions des systèmes énergétiques comme la pompe à chaleur, le bois énergie, les réseaux de chaleur urbains vertueux. Voilà. Oui. Ouais, d'accord. Donc là, sur les limites du calcul réglementaire, une étude... Pardon. Ah oui. Pardon. C'est mieux? Pardon. Et donc, une étude du projet PREBAT du CEREMA, donc Programme de recherche et d'expérimentation sur le bâtiment, où ils sont venus comparer des consommations mesurées sur des bâtiments avec des consommations recalculées avec le moteur de calcul du CSTB réglementaire, en modifiant l'occupation, en créant des scénarios qui correspondent mieux au scénario d'occupation réel et en adaptant la météo à la vraie météo.
Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même des écarts qui peuvent être importants avec une tendance de la simulation à sous-estimer les consommations, alors que c'est plus ou moins fidèle dans les bureaux. Donc c'est une étude qui date un peu, même si la synthèse est récente. C'était fait sur des bâtiments BBC, donc équivalent à RT 2012. Et donc dans ces calculs réglementaires, finalement, quand on fait un calcul thermique réglementaire, on utilise des scénarios conventionnels qui sont différents des scénarios réels, notamment avec une grosse incertitude sur l'occupation qui a un rôle fondamental sur les performances du bâtiment et qu'on ne peut pas forcément prévoir. Donc il y a des travaux de recherche là-dessus, mais bon, de toute façon, ça a toujours une part d'incertitude. On a aussi les propriétés des matériaux qui, entre la fiche technique, l'installation et dans le temps, peuvent évoluer. Les performances de l'enveloppe et des systèmes, notamment l'étanchéité à l'air et la mise en œuvre. Donc, on peut imaginer aussi quand l'isolant est pas forcément extrêmement bien posé. On a des physiques qui sont non considérées, donc je pense que c'est ça le plus gros problème aussi, ou simplifié. Notamment, on ne prend pas en compte les transferts hydriques dans les parois. Or, on verra que l'humidité a un rôle important dans ces propriétés. On ne prend pas en compte un vrai régime dynamique, donc s'il y a des méthodes pour estimer le stockage de chaleur, mais ce n'est pas l'idéal. Et sur le rayonnement aussi, où c'est très simplifié. Et donc en fait, ces calculs réglementaires, ils sont faits surtout pour juger de la performance des bâtiments, la comparer à des seuils, mais pas pour prédire les consommations. Pour comparer des solutions techniques ou analyser le confort, on a des outils comme la simulation thermique dynamique qui sont plus adaptés. Et en recherche, oui, on utilise d'autres systèmes. Donc pour amorcer la thèse, donc l'importance de la caractérisation hygrothermique, c'est que l'eau, elle a un rôle majeur, que ce soit dans l'altération donc des ouvrages, ça vous n'êtes pas sans le savoir, des performances énergétiques aussi, donc ça on le montrera à la fin. Dans le confort hygrothermique aussi, puisque comme on le voit là sur le diagramme de l'air humide, il y a des zones, on va dire, plus ou moins confortables qui dépendent de la température, mais aussi de l'humidité relative. Et peuvent provoquer aussi des problèmes de santé, l'humidité, quand il y en a trop. Donc on a lancé une thèse sur les propriétés hygrothermiques et environnementales des pierres naturelles. Et avant de commencer, on a voulu sélectionner un échantillonnage représentatif. Donc on a étudié toutes les propriétés mécaniques des essais d'identité et d'aptitude à l'emploi réalisés au CTMNC depuis plusieurs années, pour créer une classification statistique finalement et voir l'étendue des propriétés physiques des pierres calcaires, puisqu'on s'est intéressé surtout aux pierres calcaires qui sont les plus utilisées en maçonnerie, en pierre de taille. Donc cette classification, c'est nous qui l'avons faite avec une méthode statistique, donc de classification non supervisée. Et on a repris des appellations assez courantes pour les pierres calcaires. Et on a sélectionné ensuite un échantillonnage de pierres assez représentatif des classes statistiques les plus utilisées en maçonnerie en pierre de taille. Donc qui appartiennent aux classes statistiques, on le voit que c'est les petits numéros sous les noms des pierres. Aux classes statistiques 3 à 5, donc avec les pierres de classe 3 qui sont les plus dures de notre échantillonnage, et les pierres de classe 5 les plus tendres. Là, elles sont classées par ordre croissant de masse volumique, de densité. Donc là, c'est un grand tableau qui reprend les résultats des essais qu'on a menés sur ces pierres, donc à chaque fois avec minimum 3 éprouvettes, selon les normes. Donc on le voit que finalement, la première colonne, c'est la classe statistique, j'espère que si c'est bon, c'est assez grand. Première colonne, c'est la classe statistique. Et on voit que là, je les ai classés par ordre croissant de masse volumique. Donc masse volumique, porosité ouverte, qui sont très corrélées et qui donnent, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux variables, masse volumique, porosité ouverte, donnent une assez bonne idée des autres propriétés hygrothermiques de la pierre. Bien qu'il y ait des exceptions, comme on peut le voir au milieu, notamment avec la pierre de Savonnières. Mais il y a un autre essai là qui permet de compléter, c'est la porosité accessible ou la porosité à 48 heures, puisqu'on voit que là, elle a une porosité ouverte finalement qui est assez élevée, mais une porosité accessible qui est beaucoup plus faible.
Et donc, ce qui fait si on s'intéresse que à la masse volumique et à la porosité ouverte, elle est classée plus au milieu du classement, mais en réalité, pour ces propriétés-là, elle devrait être plus basse. Voilà. Pour décrire un petit peu, je sais pas si j'ai trop le temps, c'est midi et demi. Ouais. Après, voilà, c'est juste que ce serait bien qu'on est à Ouais. 12h10, qu'on puisse prendre des questions. Et D'accord. c'est simplement pour tenir le programme de l'après-midi aussi, Ouais. mais tout ce que vous nous dites nous intéresse énormément. On n'a qu'une envie, c'est d'aller au labo avec vous, Oui. Bon. pour aller au-delà de la diapositive toucher. D'accord. Voilà. Allez-y, monsieur. Donc, bon, globalement, le mu sec, je sais pas si le curseur fonctionne. Si, ici, c'est le facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau, donc ça représente la perméabilité à la vapeur d'eau, enfin l'inverse. En gros, plus il est faible, plus les pierres vont être perméables. Et on voit que 9-10, c'est assez faible, jusqu'à 10, on va dire, c'est assez faible. Donc c'est des pierres qui sont assez perméables, les pierres les plus tendres. Mais après, les pierres les plus dures, 150, on est au niveau à peu près plutôt du béton, pour donner un ordre d'idée. Après, la conductivité thermique, elle est assez faible pour les pierres tendres, mais c'est quand même un facteur 10 avec les isolants, hein, voire un peu plus. Et la capacité thermique qui est représentative plutôt de la capacité de stockage de chaleur des pierres, couplée avec la masse volumique. Elle est dans les mêmes ordres de grandeur que les autres matériaux de construction. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les principales propriétés qui intéressent les bureaux d'études, c'est-à-dire la masse volumique, la conductivité thermique et la capacité thermique. C'est ces trois seuls qui interviennent dans les calculs réglementaires. Et puis j'ai fait des moyennes par classe statistique pour que ça puisse être utilisé comme ça. Avec deux exemples d'application pour appréhender un petit peu les résultats. Un exemple en conduction pure, donc en régime permanent, avec une différence de température de 20 degrés pour un mur de 20 cm. Quel est le flux de chaleur? Le phi, c'est le flux de chaleur qui va passer à travers le mur. Donc on voit pour un mur en pierre calcaire 60 watts par mètre carré, pour de l'acier on est à 5000, donc c'est pas les mêmes ordres de grandeur, hein. Et pour l'isolant on va être à 4, donc ça donne au moins une idée du transfert de chaleur par conduction. Pour ce qui est du stockage, des stockages de chaleur, donc c'est le même exemple, sauf que là c'est un déstockage de 20 degrés de chaleur. Et on voit qu'on a 1700 Wh par mètre carré pour la pierre, 3800 pour l'acier et seulement 70 pour l'isolant. Donc voilà. Là où on avait un facteur 10 pour le transfert en conduction, on a plus qu'un facteur 10 pour le déstockage de chaleur. Donc la pierre qui a une inertie thermique et une inertie hydrique qui est intéressante. Donc il est important de savoir finalement comment l'estimer et comment caractériser cette inertie thermique. Donc il y a plusieurs propriétés qui permettent de l'indiquer. Il y a la capacité thermique volumique, donc c'est le couple de la masse volumique et de la capacité thermique, donc le couple ρC. La diffusivité et l'effusivité thermique, dont je reparlerai tout à l'heure. Et le déphasage et l'amortissement, donc les déphasages temporels donc d'une onde, et puis l'amortissement donc en degrés Celsius ici. Donc les courbes partent d'elles-mêmes, hein. Il y a une sollicitation extérieure climatique avec des grosses amplitudes de température, et le but c'est qu'à l'intérieur ça soit assez stable autour de la température de confort, donc qui est d'une vingtaine de degrés. Donc on cherche à avoir l'amortissement qui est le plus important possible. Et un déphasage, s'il y en a un, en fait, s'il y a énormément d'amortissement, il n'y a plus besoin de déphasage, mais quand il y a un déphasage, il est bien qu'il soit d'une dizaine d'heures, d'une douzaine d'heures, pour en fait avoir les pics de chaleur comme ils sont à midi solaire, les avoir dans la maison plutôt pendant la nuit, où on peut évacuer plus facilement la chaleur en aérant le bâtiment. Donc là, j'ai fait un graphique qui reprend les propriétés des matériaux avec les deux paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure, la diffusivité thermique et l'effusivité thermique, qui vont chacun traduire une sorte d'inertie par absorption ou d'inertie par transmission. Donc c'est assez délicat à décrire comme paramètre puisque ça marche plutôt en dynamique. Et ce qu'on essaye, c'est d'avoir une forte effusivité en général pour maximiser le stockage de chaleur et une faible diffusivité pour éviter de le transmettre. Sauf que physiquement, en fait, c'est impossible et que le matériau thermiquement idéal, il n'existe pas, ou alors il faudrait jouer sur la capacité thermique massique, mais finalement, c'est le seul paramètre qui est intervenant.
Après, donc l'effusivité, par exemple, une forte effusivité, c'est bien pour le stockage de chaleur, mais pour le confort au niveau des pieds, par exemple, entre un carrelage froid et un plancher froid, on va préférer le plancher froid parce que le bois a une plus faible effusivité, donc ça peut intervenir aussi sur le confort à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'inertie hydrique, donc on a un indicateur, c'est la capacité tampon hydrique, donc le MBV en anglais. Qui est classé en 5, qui classe les résultats en 5 catégories de négligeables. En fait, la capacité de régulation hydrique, ça représente ça, hein. La capacité de régulation hydrique des matériaux, donc de captation finalement de l'humidité de l'air dans les matériaux et d'échange. Donc de négligeable à excellente, et on voit qu'on a des pierres qui sont quand même dans la catégorie excellente, donc qui permettent de bien réguler l'humidité dans les bâtiments quand elle est apparente, bien sûr, dans l'ambiance occupée, hein. Et à droite, j'ai mis des exemples pour les autres matériaux. Donc on a par exemple le béton de champ qui est réputé pour être un excellent régulateur hydrique. Et on a la pierre de tuffeau et même la pierre de noyant la pierre de tuffeau qui dépasse et la pierre de noyant qui s'en approche. Et même les autres pierres, donc Nogent, Saint-Vaspine, Verspont-du-Gard, donc qui sont dans les catégories modérées, mais que ça reste quand même valorisable puisque c'est à peu près au niveau du plâtre, des panneaux de boulot, etc. Pour ce qui est donc de l'impact environnemental des pierres, là je vais présenter les résultats donc de l'analyse de cycle de vie de 8 maçonneries en pierre, réalisées pareil dans le cadre de la thèse. Donc là c'est l'indicateur sur le réchauffement climatique pour un mur en pierre massive. Et c'est découpé par étape du cycle de vie. La première étape, l'extraction de la matière première. La deuxième, son transport de la carrière à l'atelier. La phase A3 de fabrication, donc où on va venir d'éviter les blocs en tranches puis en éléments de maçonnerie. Le transport entre l'atelier et le chantier. La mise en œuvre. La maintenance, donc éventuellement, on a vu tout à l'heure un nettoyage de façade, hein, tout sur la durée de vie du bâtiment. La déconstruction, le transport des déchets et puis le traitement des déchets. Et ce qu'on remarque, c'est que les phases les plus impactantes dans le cycle de vie sont plutôt situées en amont, quoi, donc l'extraction, transport, carrière, usine et fabrication. Sachant que le transport, carrière, usine, là, représentait une part importante, mais qui peut être très faible, donc ça dépend aussi des pratiques de la carrière et de la distance finalement entre la carrière et l'atelier. Voilà. Oui, puis comme le soulignait Christophe Aubertin, la proximité du matériau par rapport au projet d'architecture lui-même Oui, bah ça, pour jouer sur ces facteurs-là. ça a une importance, ça a une grosse importance aussi, le transport atelier-chantier, et ça c'est ce que je montrerai peut-être dans l'outil. Je ne sais plus s'il y a la diapo sur cette présentation. Mais bon, là, on avait pris les mêmes hypothèses, c'est pour ça que c'était sur une desserte très locale, quoi. Dans la thèse, j'avais pris comme hypothèse, c'était une centaine de kilomètres. Mais si la distance augmente, forcément, transport atelier-chantier va largement augmenter. Les principaux flux contributeurs. Donc, on a ici à droite l'impact sur le réchauffement climatique. Donc comme on peut s'en douter, c'est la combustion des combustibles fossiles qui sont responsables de la majeure partie de l'impact, et notamment durant la phase d'extraction de la pierre naturelle, mais aussi de transformation. Ça dépend en fait des pratiques aussi, là encore, des carrières et des ateliers. Et le transport, donc, qui est important aussi, que ce soit donc entre la carrière et l'atelier, mais entre l'atelier et le chantier aussi. Et pour l'épuisement des ressources naturelles, donc on a plutôt les consommables de découpe, donc tungstène, acier, à l'extraction et à la transformation. Ah bah si, il y a le graphique, donc d'après ça, d'après ces études, mais aussi de la littérature, de la bibliographie, on a créé un modèle qui permet en fait d'estimer l'impact environnemental des produits en pierre, en fonction de leur masse volumique, de leur densité qui va intervenir notamment dans le transport, hein, et de leur épaisseur, puisque finalement plus c'est fin, plus il y a de découpe pour un même volume. Et ce modèle, donc on va l'intégrer dans un
dans un logiciel qu'on proposera, un utilitaire qu'on proposera sur le site internet du CTMNC dans les semaines à venir. Donc là, j'ai fait un exemple pour illustrer l'impact du transport donc, en phase A4, donc entre l'atelier et le chantier, pour un mur en pierre en pierre massive de 25-35 cm d'épaisseur avec des joints maçonnés, mortier de jointoiement. Donc le premier cas, c'est une pierre 100% française avec une desserte locale de 100 km. Le deuxième cas, c'est une pierre française mais avec une desserte un peu plus éloignée de 500 km. Le troisième cas, une pierre importée d'Europe moyennement lointaine. Le quatrième cas, une pierre importée d'Asie. Et cinquième cas, une pierre française qui va en Asie être transformée et qui revient en France après pour être installée. Et ça peut, bon, pour un mur en pierre massive, c'est sûr que c'est assez aberrant, mais ça existe pour d'autres produits en pierre, donc c'est pour ça que j'ai mis cet exemple. Et j'ai pris en compte le mix énergétique aussi local pour l'électricité. Vous évoquiez le cas du bois, notamment sur le dernier exemple. Du bois. Sur le fait de repartir et de revenir, de faire l'aller-retour pour un matériau. Oui. Voilà. On va vous inviter à aller vers la conclusion de votre 8e point pour qu'on puisse prendre des questions. D'accord. Ce qu'on remarque, c'est que clairement, il faut essayer de minimiser les distances de transport pour réduire l'impact environnemental de toute façon. Donc le 8e point, c'est 2 études. Donc une étude réalisée par le bureau d'études Pouget Consultant avec le moteur de calcul du CSTB, de la RE 2020. Ils ont fait une étude thermique sur un immeuble collectif d'habitation de 8 logements de 62 mètres carrés, conçu pour la RT 2012. Mais qu'ils ont passé au moteur de calcul de la RE 2020. Pour ma part, donc c'était réalisé dans le cadre de la thèse avec de la simulation thermique dynamique sur une maison individuelle. Donc les avantages pour le premier, c'est que on va analyser directement les indicateurs réglementaires. Et pour la deuxième étude, sur la STD, c'est qu'on a un contrôle plus fin finalement des conditions de confort, pour l'étude du confort. Et de l'influence de l'humidité, donc c'est ce que je voulais voir aussi, l'influence de l'humidité sur les besoins énergétiques. Donc la première étude sur l'immeuble collectif, donc là on a le BBio, le besoin bioclimatique selon les zones climatiques justement, donc H1A qui est plutôt la région parisienne, la première, et H3 la dernière qui est le sud de la France. Donc on voit que là que ce bâtiment RT 2012, même sans modification notable, donc il y avait 3 systèmes, béton, pierre et briques en façade, ils ont fait des variantes. Les 3 pouvaient plus ou moins passer, le béton dépassait un peu, mais il y aurait un minimum d'efforts à faire pour pouvoir le rendre conforme. Et ça, quelle que soit la zone climatique. Pour les degrés heure, on était donc d'un confort d'été, on était aussi largement en dessous, que ce soit avec le béton, la pierre ou la brique avec ce projet. Mais les valeurs d'inconfort sont non nulles, et puis c'est quand même des heures importantes et précieuses qu'il faut essayer de réduire aussi. Parce que c'est vrai que le seuil est quand même assez haut pour de l'inconfort. Bon, après, ça dépend de la vie de chacun. Et surtout que cet inconfort, en fait, il va être pris en compte. Donc là, ce sont les consommations. Et même s'il n'y a pas de système de climatisation installé, en fait, si on dépasse un certain seuil, il me semble que c'est 300 degrés heure ou 200, on a une consommation qui vient s'ajouter, une consommation de refroidissement qui est forfaitaire en fonction du nombre d'heures d'inconfort. Et donc qui peut être pénalisant pour le projet. Mais là, on voit que pour les consommations, ça passait dans tous les cas. En zone H1A, qui est plutôt la zone autour de Paris, premier poste de consommation, chauffage, suivi de l'eau chaude sanitaire, mais on voit les déplacements, donc l'ascenseur qui représente une part aussi importante. Et dans le sud de la France, là, c'est quasiment égalité entre les besoins, les consommations de chauffage et les consommations de chaude sanitaire, avec une grosse part aussi de déplacement et de refroidissement. Pour le IC Construction, donc l'indicateur carbone lié aux produits de construction et équipement, on voit que sans modification, avec des données, on va dire, plutôt génériques, parce qu'au début, au moment où a été fait cette étude, il n'y avait pas forcément toutes les données sur les matériaux, donc avec des données génériques qui sont très défavorables, on arrive presque à rendre le bâtiment conforme. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les lots du lot 7 au lot 2, ce sont potentiellement des matériaux qui peuvent être en pierre, mais en tout cas c'est des matériaux de construction.
Donc du marron au gris, ça représente 2 tiers de l'impact lié aux matériaux de construction. Le reste, c'est plutôt des équipements. Et, pour la STD, donc c'était sur une maison individuelle, située pareil dans le sud de la France et dans le nord, avec 2 pierres, donc les 2 extrêmes de l'échantillonnage de tout à l'heure, les classes statistiques 3 et 5. Oui, c'est ça. Et 4 compositions de parois, donc un mur en pierre massive non isolé, en isolation thermique par l'intérieur, en isolation thermique par l'extérieur, et un mur double, donc mur double avec une paroi porteuse intérieure, un isolant extérieur, et un revêtement autoportant en pierre naturelle. Les autres parois isolées au niveau RT 2012 un peu plus performants, et puis on a testé 2 teneurs en eau des matériaux, donc des matériaux secs et à 50% de saturation, donc à moitié saturé en eau. Et on est venu comparer le BBio projet au BBio RE 2020, puisque ça a été réalisé avant la sortie des textes. Ce qu'on remarquait pour les besoins de chauffage, c'est qu'ils étaient plus faibles forcément quand le bâtiment était isolé. Pour résumer, hein, parce que là on n'a plus trop le temps, mais pour les effets de l'humidité, on voyait que ça augmentait, quand les matériaux sont humides, ça augmente les besoins de chauffage de l'ordre de 25 là, à 44% avec des matériaux qui sont à moitié saturés en eau. Pour les besoins de froid, on les réduit aussi quand l'isolant est situé à l'extérieur de la paroi porteuse, puisqu'on veut conserver de l'inertie dans le bâtiment. Même si, en ITI, on peut aussi les réduire potentiellement. Les effets de l'humidité sur les besoins de froid, donc là ça va être l'inverse, puisque l'eau a une grande capacité thermique massive, donc elle va apporter de l'inertie au bâtiment, donc on va réduire les besoins de froid grâce à des matériaux humides. Et puis on va conclure pour qu'on puisse prendre les questions, parce que le temps passe effectivement. Et donc il y avait pareil pour la classe 3 et la classe 5, et en résumé c'était assez similaire. Donc sur la conclusion, donc la RE 2020, qui pour ma part, je pense, c'est mon opinion, c'est des exigences qui me semblent très surmontables. La pierre a des avantages à faire valoir, notamment au niveau de ses propriétés hygrothermiques. Donc on l'a vu, la perméabilité à la vapeur d'eau de certaines pierres calcaires très tendres, de son inertie thermique, de son inertie hydrique, pareil pour certaines pierres, et de son impact environnemental qui est relativement faible, puisque c'est un produit local, durable, peu transformé, et avec une fin de vie non problématique, puisque on s'intéresse aussi au réemploi et au recyclage de ce matériau inerte en fin de vie. Merci beaucoup, Monsieur Pestre et Monsieur Chaise. On peut vous applaudir, je crois, pour la... Merci. C'est toujours un peu frustrant d'avoir à freiner le dernier de la matinée, alors que le propos est extrêmement intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça donne envie d'aller assister à vos journées pour aller un peu plus en profondeur de ces sujets qui régulièrement sont mis sur le tapis, qui à un moment donné doivent avoir des bandes scientifiques, à la fois sur le plan purement physique-chimie, comme vous l'avez exprimé, et aussi sur le plan comportemental, comme vous l'avez également suggéré par rapport aux ajustements que le CSTB fait sur justement des effets pratiques. On mesure l'immeuble une fois qu'il est en état de marche et pas uniquement dans la théorie. Il y a peut-être des dernières questions qui n'ont pas été posées. Ce matin, vous avez vu qu'on a posé le contexte historique. On a rappelé qu'il y a un continuum quasiment infini depuis la naissance de l'humanité sur cette terre à utiliser les matériaux qui sont à sa disponibilité. Pour rappeler qu'on utilise le matériau qui fait que nous sommes terriens et que peut-être un jour nous utilisons d'autres matériaux, d'autres planètes, et qu'en attendant c'est essentiel. Et lorsqu'on est dans ces matériaux-là, il y a quelque chose qui se passe en nous qui n'est pas bien mesurable. C'est cette qualité de bien-être qui fait qu'à un moment donné, on se sent bien naturellement. Et qu'effectivement, il y a des conditions de physique-chimie qui font qu'on pourrait encore aller mieux, ou qu'on va un peu moins bien, et qu'on peut tomber malade dans certaines situations. Alors tous ces travaux, c'est essentiel. On l'a rappelé, il y a eu un petit creux dans la vague à un moment donné où le XXe siècle pense pouvoir s'affranchir finalement de cette réalité terrestre. On y revient aussi par des réalités économiques qui font qu'aujourd'hui, le réemploi, l'utilisation du matériau sur lequel on peut jouer, comme vous l'avez dit, sur des questions d'énergie à l'extraction, d'énergie au transport, pour éviter d'arriver dans le délire que l'on évoquait tout à l'heure sur certains chênes qui partent en Chine, tout simplement parce que les conditions d'exploitation ont des normes qui ne sont plus celles d'aujourd'hui en France. On a aussi ce type de situation. Et tous les projets qu'on a pu voir à travers des expériences qu'on a vues en Lorraine, avec Christophe Aubertin, à travers l'expérience à Paris, à travers l'expérience donc de la ZAC Beaujon, et puis ce que vous évoquez aussi, ça nous montre à quel point on évolue dans un monde normé qui ne cesse finalement de faire évoluer sa norme et qui nous oblige aussi tous en tant que professionnels à prendre des responsabilités et accepter à un moment donné que nous avons un assureur derrière, la Mutuelle des architectes français, qui dit attention, là, danger zone,
danger zone pour les sujets qui avaient été évoqués sur les questions de sous-sol, sur les Beaujon, sur les questions de responsabilité. Puis à un moment donné, quand on réussit à faire ce continuum de collectifs intelligents, de montrer par l'exemple, par la vérité empirique des choses que l'on arrive finalement à faire et que ça tient debout, que l'on est dans une probabilité de présence qui font que, y compris en zone sismique, et on a là-dessus suffisamment d'exemples, et notamment dans les Andes andines sur les questions de structures cyclopéennes, à quel point la souplesse des structures, c'est aussi une réponse à la secousse sismique, et c'est pas uniquement le calcul que l'on sait faire dans le temps présent. Il ne s'agit pas, encore une fois, de prendre des risques inutiles, mais de montrer qu'il y a des réalités qui peuvent, là aussi, remettre l'intelligence au cœur de nos systèmes. Et c'est les débats que nous aurons aussi avec l'Ordre des architectes qui travaillent également sur ce sujet, sans paraphraser Rémi Doucet qui est avec nous aujourd'hui. Sur la question des dernières questions, je vais juste rappeler le tempo de cet après-midi. On va continuer. On a 8 intervenants aujourd'hui. Il y en aura 4 autres cet après-midi. On commencera avec Amin Taha et Pierre Bidot qui parleront de l'exemple à Londres, au nord de Londres, donc d'un exemple en pierre, en structure, où les réflexions montrent qu'on est tout un ensemble de noyaux un peu sur la planète à essayer là aussi de répondre aux exigences d'aujourd'hui avec le délire de l'augmentation des matériaux sur nos chantiers, le délire des temps de livraison qui font qu'à un moment donné, les maîtres d'ouvrage aussi s'interrogent et on arrive finalement à retrouver des situations qui sont simples. Et François Goven l'a dit tout à l'heure, pourquoi la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale, c'est majoritairement une reconstruction en pierre, malgré effectivement de nombreux exemples du béton sur des villes entièrement reconstruites, comme Le Havre, Royan ou d'autres, c'est que finalement c'est une question de prix aussi. Donc l'organisation est le maître mot sur la division par deux parfois des temps de chantier qui permettent là aussi d'équilibrer avec un matériau ultra durable. On a parlé du Paris haussmannien tout à l'heure dans le 8e arrondissement. Ils sont increvables ces immeubles. À partir du moment où ils sont maintenus en état de marche, ils peuvent servir à tous les usages. Et là aussi la question d'avoir des façades porteuses plutôt que des structures intérieures porteuses permettent une grande souplesse d'usage des intérieurs. Et dans cette grande intelligence qui a été évoquée aussi sur la qualité des logements, de lumière, d'habitabilité et de ventilation des locaux.